tout d'abord, je vous prie de m'excuser pour mon absence, mais c'est pour la bonne cause puisque je suis aux rencontres du réseau France Rénov à Angers. Donc, ça va être la grande messe dans la thématique de la rénovation énergétique pendant 2 jours. Voilà, mais on t'entend bien, donc c'est parfait. On te voit également bien. Merci d'être avec nous comme ça à distance, parce que je sais que tu prenais le train, il fallait que tu trouves un endroit pour te poser. Là, je vois que tu n'es pas dans une petite salle de réunion, mais enfin, ça se passe bien et le son est de qualité. Donc, il y a une présentation, peut-être on peut. Hein, c'est Thomas qui va la lancer, la présentation. On va te laisser partager ta présentation. Et Est-ce que puis, je vous fais le quiz ou est-ce que c'est vous qui le lancez? c'est nous qui allons le lancer, mais il faut déjà que tu partages ta présentation. D'accord. Voilà, là, on te laisse partager ta présentation. Voilà, on la voit parfaitement et on te laisse avancer sur ta présentation. Je suis à côté de toi, notamment pour le quiz. Hein. Ok, parfait. Alors, moi, je vais revenir un petit peu sur la définition de ce qu'on appelle les grands ensembles d'un point de vue qui nous intéresse aujourd'hui, la rénovation énergétique. Et pour rebondir avec la table ronde précédente, je voulais vous proposer une petite question, toujours sur le DPE, mais plus spécifique à notre thème. Donc cette fois-ci, quelle est l'étiquette la plus répandue dans les grands ensembles? Donc je vous ai proposé F ou G, donc les désormais célèbres passoires thermiques, en D ou en E, qui est la moyenne nationale, et une petite question piège en dernier, ça dépend du sens du vent. Voilà, donc on a ces trois questions. On vous laisse, cher public, répondre à ces questions. F ou G, D ou E, ou ça dépend du sens du vent. Bon, ça, on imagine que ça, c'était pour la blague, comme on dit Thomas. Allez, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, tout le monde a voté. Quel est le résultat? Ah, il y a débat. Alors la bonne réponse, c'était D ou E. C'est la moyenne nationale. Ça va ça pouvoir être F ou G au niveau de l'étiquette des logements. C'est-à-dire qu'il faut bien retenir une chose qui n'est pas encore parfaitement comprise. Le DPE collectif vous donne la moyenne des étiquettes de l'immeuble. Mais ce qui compte pour nos amis bailleurs notamment et pour la loi climat résilience, c'est l'étiquette de votre logement, donc à titre individuel. Si vous êtes au dernier étage ou sur un pignon, par exemple, vous allez probablement avoir une note plus mauvaise que la moyenne de la copro. Donc voilà, la réponse c'est DOE comme la moyenne nationale en moyenne à l'immeuble. Et voilà, je vous ai juste mis ça dépend du sens de vent parce que le thermicien prend en compte le sens du vent ou l'exposition au vent dans un bilan thermique, mais le DPE n'en tient pas compte. Voilà, on te laisse avancer sur la présentation. Hein. Voilà. Donc voilà, juste pour me présenter en introduction en quelques mots. Donc moi, je travaille à l'Agence parisienne du climat, à l'accompagnement des copropriétaires. L'Agence parisienne du climat, c'est donc une des agences locales de l'énergie et du climat de la ville de Paris, qui a été créée en 2011 pour mettre en œuvre le plan climat air énergie de la ville de Paris. On est bien sûr donc membre du réseau France Rénov et on est également à l'initiative et pilote du dispositif que vous connaissez peut-être qui s'appelle Coach CoPro, qui est à la fois une plateforme informatique et un outil Internet pour mettre à disposition des copropriétaires des documents, des retours d'expérience, de l'information, que ce soit sur le plan juridique, sur le plan de la thermique, etc. Il y a deux outils qui sont intéressants en particulier que je porte à votre attention. Le premier, c'est l'annuaire Coach CoPro qui rassemble tout un réseau de professionnels qui sont engagés dans la rénovation thermique des copropriétés. En particulier nombreux architectes et bureaux d'études thermiques. Donc les bureaux d'études thermiques évidemment, mais les architectes n'ont pas tous cette vocation à accompagner de la rénovation énergétique. Ça reste une spécialité. Et puis une carte de copropriété rénovée qui vous montre un ensemble d'exemples avec à chaque fois des chiffres sur la performance avant et après travaux et sur les montants d'aide financières qui ont pu être obtenus pour financer avec le coût des travaux. Pour les métropolitains ou parisiens qui nous suivent aujourd'hui, le réseau Coach CoPro, il est assuré par 8 agences en Île-de-France qui sont chacune dédiées à des zones. Donc là, je vous laisse regarder sur la carte, vous verrez le logo et le nom de l'agence qui s'occuperait d'accompagner votre copropriété si vous souhaitez faire de la rénovation énergétique.
Donc voilà, pour rentrer dans le gros du sujet, je voulais juste rappeler quelques particularités qui animent la construction à l'époque de ce qu'on va appeler les 30 Glorieuses, donc qui correspond à peu près à la période de définition des grands ensembles. Une de ces un de ces premiers éléments, c'est l'emploi de briques et de béton. Pourquoi? Parce que ce sont des matériaux qui sont industriels, qu'on arrive à produire à grande quantité et qui permettent d'accélérer la construction. Je vais vous montrer une petite photo après de ce qu'on entend par accélérer la construction. Ça réduit le coût des constructions et les architectes apprécient également la créativité qu'autorise ce type de matériaux parce qu'on peut avoir des portées plus grandes et faire des nouvelles formes ou faire des formes dans des moules qui permettent un renouveau architectural qui est très intéressant. Un autre point également de cette période, c'est un agrandissement progressif jusqu'à la démesure, je dirais, des fenêtres, qui sont évidemment en simple vitrage à l'époque. Un autre point également qu'on oublie, l'eau chaude sanitaire est de série dans ces bâtiments, ce qui est loin d'être le cas encore à l'époque dans les bâtiments. Le pétrole est bon marché, ce qui signifie qu'on n'est pas encore trop inquiété par la question du coût du chauffage du bâtiment. Et puis, en 1973, on subit le premier choc pétrolier et la réaction très immédiate de l'État, c'est de mettre en place la première réglementation thermique en 1974. Si le bâtiment est construit avant 1974, il y a quasiment jamais d'isolation et à partir de 75, il peut y en avoir un tout petit peu. Quand je parle d'accélérer la construction, bah, il y a une des solutions notamment qui consiste à faire de la préfabrication d'éléments. Donc là, vous voyez un exemple. Donc on est sur des modules là qui comprennent 3 fenêtres et qui vont peut-être correspondre à la dimension d'une pièce, d'un salon ou d'une chambre et qui vont être fabriqués en usine et livrés sur chantier et hissés à la grue pour être installés directement dans la structure qui, elle, aura été prévue sur place. Ça permet d'accélérer fortement les vitesses de construction et pour ceux qui s'intéressent un petit peu dans le détail de l'actualité de la rénovation énergétique, c'est une des pistes qui est évoquée à travers un système qu'on appelle l'Energy Sprong, qui consisterait à faire de la performance thermique en constituant des modules préfabriqués d'isolation en atelier pour que les coûts et les désagréments du chantier soient limités au maximum. Je vous montre également un exemple type des exemples types de ces grands ensembles. On est aussi dans une logique de récupérer des grandes parcelles de terrain et de pouvoir implanter les bâtiments au milieu de ces parcelles, de ne pas s'accoler aux voisins et de pouvoir aménager des grands espaces verts qui permettent d'accueillir, de créer un cadre de vie assez sympathique pour les futurs copropriétaires. Pour vous dire un mot un petit peu du contexte énergétique à l'heure actuelle, là c'est une image que je vous propose de découvrir, qui est une image réalisée par un architecte qui est François Dallegrès et qui en 1965 nous propose une vision un petit peu utopiste ou prospective de ce que pourrait être l'habitat de demain. Et à l'époque, dans les années 60, on maîtrise bien le chauffage, on maîtrise bien l'air conditionné, et tout d'un coup, on se dit, mais si on maîtrise si bien le chauffage et l'air conditionné, pourquoi avoir des murs? Pourquoi pas imaginer que l'habitat de demain, ça pourrait être une bulle en plastique, une sphère en plastique, avec un système au milieu qui enverrait de l'air chaud ou de l'air froid en fonction de la température extérieure, et qui permettrait d'être autonome en énergie et de s'affranchir de la construction. Donc voilà, moi, en tant que connaisseur, un peu, je suis pas thermicien, mais dans le milieu de la thermique et de l'énergie, cette hypothèse me fait assez rire quand on connaît maintenant les implications à la fois sur l'indépendance gazière et pétrolière et sur le réchauffement climatique. Je vous propose un peu de parler de ces différents critères de construction des 30 Glorieuses ou des grands ensembles. Avec un avantage qu'il faut saluer sur le plan énergétique qui est la compacité. Effectivement, quand on est en copropriété, on est plus économe en énergie parce qu'on partage des murs avec ses voisins qui, eux, se chauffent également. Et donc, on a généralement des performances énergétiques en appartement qui sont, à année de construction égale, supérieures à celles d'une maison. C'est à peu près le seul avantage que j'ai trouvé.
Maintenant, les inconvénients. Les types de construction, donc en béton, plancher, murs de refend et tout ça étant en béton et fabriqué d'un seul tenant. Les murs sont des passoires, hein, ils ne sont pas du tout à même de retenir la chaleur à l'intérieur, ni de vous protéger de la chaleur en été d'ailleurs. Et puis, les liaisons créent énormément de ponts thermiques qui sont responsables de déperditions importantes et de sources d'inconfort également. Les fenêtres, on est plutôt typiquement sur du simple vitrage avec des châssis sans rupture de pont thermique, donc qu'on appelle également des passoires. Toiture et plancher, avant 74, vous pouvez avoir des toitures non isolées ou bien avec 2 ou 3 cm d'isolant peu performant, donc c'est vraiment transparent. Ça a été évoqué pendant la table ronde, une chaufferie, une distribution et une régulation de la chaleur qui sont peu performantes. Et puis voilà les phénomènes importants de surchauffe en été. Pour continuer à vous illustrer, à nourrir vos réflexions, je voulais vous présenter un exemple de la copropriété Béliard qui a été construite en 1976. Donc, elle est construite immédiatement après la réglementation thermique de 74 et on commence à avoir un tout petit peu d'isolant dans ce bâtiment, mais c'est vraiment très peu. Il y a 2 ou 3 centimètres d'isolant qui est appliqué par l'intérieur. Donc c'est très fin et en plus ça ne coupe pas du tout les ponts thermiques qui sont importants à l'échelle de la copropriété. C'est un immeuble de 117 logements et au moment où le diagnostic est fait, il en ressort une étiquette DPE E, donc à 235 kWh par mètre carré et par an. Autre particularité, 75% des fenêtres de cette copropriété sont encore des fenêtres d'origine, ce qui justifie également une partie de la mauvaise note du DPE. Et puis, en 2015, une consommation de 1464 MWh chaque année, ce qui leur représentait un budget de 74 000 euros. Et vous voyez, les chanceux, à l'époque, payaient leur mégawattheure de gaz 50 euros TTC en 2015. 74 000 euros de gaz, qu'est-ce que ça représente dans la copropriété Béliard? Alors, il y a déjà un premier effet, hein, c'est le rendement du système énergétique, donc qui n'est pas parfait. Là, on n'était pas sur une chaudière à condensation, donc 74 000 euros de gaz ne produit pas forcément 74 000 euros de chauffage ou d'eau chaude utile dans les logements. Passer cette étape, donc on va distinguer 20% du gaz qui sert au chauffage de l'eau chaude et 80% qui va servir au chauffage du bâtiment. Ce chauffage, il se répartit de manière à peu près à part égale entre, d'une part, la ventilation, 23%, 38% de déperdition par les menuiseries et 30% de murs et de ponts thermiques. Là, je vous ai pas, j'ai pas mis le détail sur ce graphique, mais les ponts thermiques représentaient 12% de l'ensemble. Donc quasiment la moitié des déperditions venant des murs. Le programme de travaux qui a été réalisé sur la copropriété Béliard, c'est un ravalement avec ITE de l'ensemble des façades. Alors, on pourrait dire ravalement avec ITE, mais en fait, on devrait presque plutôt parler de requalification architecturale, puisque la singularité de ce projet, et ça a été évoqué juste avant, là on est sur une copropriété qui avait des balcons en façade nord avec des éléments constructifs qui créent des ponts thermiques très importants au niveau des balcons. Et la copropriété a voté en 2019 un projet de requalification architecturale avec la transformation des balcons en beau window. Donc on est vraiment face à une réécriture intégrale de l'esthétique de cette copropriété. Parmi les autres travaux, évidemment, que vous avez déjà vus précédemment, la réflexion de l'étanchéité et l'isolation des toitures, le remplacement à 100% des menuiseries privatives, donc qui est voté en assemblée générale sous le régime de la loi qui permet d'imposer le changement de toutes les menuiseries privatives, même aux copropriétaires qui seraient récalcitrants, et l'amélioration du système de ventilation qui est un incontournable quand on fait de la performance énergétique. Voilà à quoi ressemble la requalification architecturale. Alors prenez comme repère le magasin, le supermarché qui se situe au pied d'immeuble que vous voyez donc sur l'image de gauche. À cet endroit-là, on a un renfoncement
Et vous voyez les balcons qui ont des ailes en forme de demi-cercle et qui étaient responsables de ponts thermiques importants. Et puis l'autre particularité, c'est qu'on est sur la façade nord, dans une orientation de cette copropriété qui donne également sur des axes de circulation qui peuvent être bruyants. Donc il y avait effectivement la volonté à la fois d'améliorer la thermique, à la fois d'améliorer la phonique, et puis également sur des balcons nord, on se dit pourquoi pas les transformer plutôt en jardin d'hiver, puisque on y passe pas forcément trop de temps, étant donné ils sont pas ou peu exposés au soleil. À droite, vous voyez donc la requalification architecturale avec la transformation de ces balcons en beau window, donc qui crée une sorte de façade rideau sur toute la hauteur de ces balcons. Voilà, et au passage, j'en profite pour quand même rendre hommage à l'agence d'architecture, donc Barbarito Bancel, et aux thermiciens qui ont travaillé sur cette requalification architecturale, dont les travaux sont pas encore terminés, mais en cours. Un petit mot pour le financement. Donc, on est sur un montant total de travaux de 3,6 millions d'euros. Des aides collectives apportées par la ville de Paris et par l'ANA. À l'époque, au moment du vote des travaux, on est en 2019, le système MaPrimeRénov' n'existe pas encore. Donc, c'est l'ancien système qui s'appelle Habiter mieux qui a apporté le financement à hauteur de 1,12 million d'euros. Et en dessous, des aides individuelles, donc cette fois-ci qui sont attachées à un lot en fonction des revenus du propriétaire, et ces aides individuelles étant partagées par des acteurs locaux et nationaux pour un montant de 436 000 euros. Et voilà le genre de gain énergétique qu'on peut faire avec une rénovation globale comme celle-ci. Avant travaux, on était en étiquette E à 235 kWh par mètre carré par an, avec probablement les gens qui habitent du côté des murs pignons ou les gens qui sont au dernier étage qui devaient être dans des étiquettes F à titre individuel. Après les travaux, est projeté une étiquette énergie de 105 kWh par mètre carré par an, sachant qu'il va y avoir encore une petite marge de progression. Il y a une marge de progression qui a déjà été faite, puisque la chaufferie aura été changée et qu'elle n'est pas incluse dans la simulation énergétique qui correspondait aux 55%. Elle a été faite séparément de la rénovation globale. Tout à l'heure, je vous ai parlé des avantages et des inconvénients de par la typologie des grands ensembles. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu des avantages et des inconvénients de ces grands ensembles et du fait d'être en copropriété dans ces grands ensembles. Un avantage, le coût des travaux est divisé par un plus grand nombre. Je sais que ça représente des sommes d'argent qui sont importantes et des investissements qui sont très importants, j'en ai bien conscience. En revanche, je vous invite à vous intéresser au coût des travaux de rénovation et en particulier de rénovation énergétique quand on est propriétaire en maison. Et vous comprendrez que finalement, être en copropriété est une chance. Quand on doit refaire une toiture et quand on est en maison, on partage avec personne le coût de la toiture et les montants sont assez élevés. En copropriété, on divise avec ses voisins et ça permet de contenir un petit peu le coût de ces rénovations. Un autre avantage également dans les grands ensembles, ce sont des projets qui sont à l'heure actuelle jugés très intéressants par le secteur, donc aussi bien par les bureaux d'études thermiques que par les architectes, que par les AMO, que par les entreprises de travaux. Donc quand vous allez avoir un projet comme ça à mener, vous allez voir que tout le monde va se battre et essayer de répondre à votre cahier des charges et faire partie de votre projet de rénovation. Et puis, un des derniers avantages, donc on a parlé des 35% de MaPrimeRénov'. Effectivement, l'État vise de la performance globale et non pas des gestes de travaux individuels. Donc, on vous demande de vous engager vers un programme de travaux performant sur le plan énergétique, avec une performance évaluée par un bureau d'études thermiques. C'est 35% le gain pour MaPrimeRénov', mais il y a aussi des aides locales qui peuvent être proportionnelles à la performance énergétique, et c'est le cas à Paris. Et ces 35%, ils sont généralement dans les grands ensembles. C'est pas 100% des cas, mais dans l'immense majorité des cas, on arrive très facilement à faire 35% et on va même avoir plusieurs choix de travaux. On peut se dire qu'on s'arrête à 35 ou 38%, ou simplement se dire on fait ce qui est le mieux pour le bâtiment et s'engager sur des programmes de travaux qui peuvent monter, comme dans l'exemple pour la copropriété Béliard, à un gain de 55%. Évidemment,
Évidemment, il y a aussi des inconvénients. J'en ai retenu 3, il y en a peut-être d'autres, mais j'en ai retenu 3. Le premier, c'est que ça représente un temps de travail important pour le syndic et pour le conseil syndical. Donc ça, c'est un paramètre à prendre en compte dans votre organisation et ne pas y aller seul. Essayer de constituer des groupes de travail et de vous épauler entre conseillers syndicaux, parce que conseiller syndical, c'est un travail sur une rénovation énergétique qui est pas à temps plein, mais qui va être très très régulièrement sollicité. Il faut s'attendre à avoir des rénovations et des réunions hebdomadaires ou tous les 15 jours pour poursuivre le projet et y passer du temps. Et ce travail est non rémunéré, bénévole et parfois pas toujours salué à la hauteur de l'engagement qu'on y met. Un enjeu financier qui est très important. Je pense que ça va être évoqué ensuite par Île-de-France Énergie, mais là, vous l'avez vu sur la copropriété Béliard, on a un montant de travaux qui s'élève à 3,6 millions d'euros. Donc, je ne sais pas quelles sont vos responsabilités professionnelles à chacun, mais quand on est responsable d'un budget de 3,6 millions d'euros, c'est un petit peu de poids sur les épaules de tout le monde. Même si le conseil syndical n'est pas tout seul et le syndic n'est pas tout seul, vous avez un architecte, vous avez un bureau d'études thermiques, vous avez un assistant à maîtrise d'ouvrage, mais les copropriétaires, eux, ils ont des attentes vis-à-vis de cette somme de travaux dont ils vont vous confier la responsabilité. Et puis donc, bien comme je le disais en dernier, la communication, c'est très important. Vos copropriétaires, alors collectivement, vous confient là peut-être 3,6 millions d'euros. Individuellement, ils vous confient la responsabilité de plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui est leur argent et dont ils sont propriétaires. Votre responsabilité, c'est d'être à la hauteur de l'argent qui est investi, mais également de définir un projet qui corresponde à leurs attentes, parce qu'évidemment, s'ils sont prêts à mettre une somme d'argent aussi importante sur la table, ils vont avoir envie peut-être de choisir la couleur des revêtements de façade, ou en tout cas d'avoir leur mot à dire sur le choix de l'esthétique ou la direction du style que vous allez imputer à la réécriture architecturale. Donc, il y a un enjeu de communication et de démocratie participative qui est très important, aussi bien avant, pendant et après les travaux. Quand je dis avant, pendant et après les travaux, ça a été déjà évoqué pendant la table ronde. Là, je vous montre le calendrier de la copropriété Béliard, qui a été une copropriété plutôt efficace dans la conduite de son projet, qui a malheureusement souffert des arrêts de chantier à cause du Covid. Mais pour vous montrer, donc l'audit global de la copropriété a été réalisé à l'hiver 2015-2016. Et avec une restitution donc immédiatement après l'hiver 2016. En décembre 2016, la copropriété intègre le programme municipal qui s'appelle Éco-Rénovons Paris à Paris. Donc, c'est une candidature sous forme d'une lettre de motivation et puis d'une explication du projet auprès de la municipalité, et arrive, consulte directement des maîtres d'œuvre à l'issue de l'intégration à Éco-Rénovons Paris, donc fait son appel d'offres et vote un budget pour la mission de conception de maîtrise d'œuvre en juin 2017. Cette étape-là, elle peut demander du temps parce que typiquement pour cette copropriété, ils auraient pu choisir de prendre une direction d'une rénovation, je dirais, la moins onéreuse possible, avec pas de requalification architecturale, et simplement dire, bah voilà, on met de l'ITE de base et puis on atteint juste les 35% et on s'arrête là. Là, il y a eu la volonté et la communication a suivi pour se dire, on se lance dans une réécriture architecturale importante, et la copropriété a consulter des maîtres d'œuvre qui avaient ce savoir-faire et cette exigence de pouvoir porter un projet de qualité avec une réécriture intégrale des façades. Donc en juin 2017, une AG pour voter un budget de mission d'honoraires d'architecte, bureau d'études thermiques, pour faire le projet architectural. Ça a été un vote avec une délégation du choix au conseil syndical. Donc, le conseil syndical a choisi, a arrêté son choix en février 2018 et les études ont pu commencer. Et en septembre 2019, donc une année après, une année et demie après, a eu lieu l'AG de vote des travaux qui ont été votés.
encore une fois, après l'AG de vote des travaux, on pourrait se dire là, on a fait le gros du travail, on a fait des réunions d'information, on a mobilisé les habitants, on arrive en AG, on a voté. Et là, la pression retombe. Malheureusement, il faut continuer les efforts. Il y a encore une période qui est assez longue pour le conseil syndical et pour le syndic, qui est de s'assurer que les dépôts des dossiers de subvention et des dépôts des dossiers de crédit sont en bonne et due forme, que toutes les pièces sont communiquées aux parties prenantes et que les dossiers vont être validés. Et cette étape, elle est administrative et pas forcément très intéressante et très stimulante sur le plan intellectuel, mais on n'a pas le choix pour aller récupérer ces précieux deniers publics. Et enfin, voilà, à l'automne 2020, après donc en plus un stop à cause du Covid, le chantier a pu enfin commencer. Là, on est donc en 2022. L'étanchéité des toitures terrasses et l'isolation des toitures terrasses est terminée. Et l'isolation thermique de certaines façades côté sud et côté pignon sont terminées. Et le gros des travaux sur les beaux windows va démarrer dans les mois qui viennent. Pour finir, je reviens sur le rôle du moteur, le rôle moteur du conseil syndical et du gestionnaire, aussi bien en étape de maîtrise d'œuvre pour les dossiers de participation aux subventions, à la fois nationales et locales, dans les relations avec les assistants à maîtrise d'ouvrage et les maîtres d'œuvre. Vous leur transmettez pas 100% de la patate chaude parce que les AMO et les maîtres d'œuvre, ils vont avoir beaucoup de questions à vous poser. Ça peut être des questions purement administratives et financières pour le syndic. Est-ce qu'on a un fonds de travaux? Est-ce qu'on va pouvoir le mobiliser? Est-ce que les crédits ont été accordés? Est-ce que l'argent est arrivé? Est-ce que les copropriétaires ont payé les appels de fonds qu'on a demandés? Voilà, il y a tout un tas de choses de l'ordre techniques et financiers qui vont se faire en interface avec le gestionnaire. Et puis, côté conseil syndical, vous êtes aussi habitant sur le terrain, vous connaissez vos voisins, vous avez probablement un certain historique dans la copropriété. On a parfois des copropriétaires avec qui on est en contact, qui ont été primo-accédants et propriétaires au moment de la construction de l'immeuble, donc qui connaissent le bâtiment depuis 50 ans et qui savent exactement comment il fonctionne. Et ces gens-là, ils ont leur mot à dire. Et généralement, c'est auprès du conseil syndical qui font part de leurs remarques ou de leurs apports ou de leurs griefs. Et ce conseil syndical, qui est l'acteur du terrain, il va falloir qu'il puisse transmettre toutes ces informations auprès de la maîtrise d'œuvre. Vous avez aussi un regard particulier dans le projet en étant habitant sur place avec les parcelles voisines. Il va falloir aller se mettre d'accord avec les voisins pour obtenir les droits d'échelle et pour obtenir les autorisations d'ITE. Dans le paquet de la loi climat résilience, on a eu des assouplissements enfin pas des assouplissements, mais au contraire un renforcement de la législation pour faciliter les autorisations d'empiètement avec les parcelles voisines. Néanmoins, ça reste des démarches qui prennent du temps. Il va falloir discuter des conditions avec vos voisins qui peuvent aller du détail de l'ordre de est-ce que vous avez mis des protections anti-gravat ou anti-poussière pour s'assurer que votre chantier ne va pas aller salir les balcons des habitants voisins, ou bien une question qui s'est posée récemment, est-ce que vous avez bien prévu une sécurisation de votre échafaudage parce que dans certains cas, votre échafaudage pourrait permettre d'accéder au balcon de la copropriété voisine. Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses dont il faut pouvoir discuter avec vos voisins et on arrive plus facilement à se mettre d'accord quand des habitants vont voir leurs voisins que quand on a un notaire ou un gestionnaire qui envoie un courrier très formel au gestionnaire de la parcelle voisine en lui demandant formellement une autorisation pour un projet dont ils n'ont jamais entendu parler. Un dernier point, là ça a été le cas pour la copropriété Béliard, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Il y a eu un changement de syndic en cours de route, à peu près à mi-chemin. Et bien en cas de changement de syndic, le nouveau gestionnaire, il a énormément de choses à savoir, énormément de choses à apprendre, et le conseil syndical, lui, il va servir de fil conducteur entre ce qui s'est passé dans les premières étapes, les premières années du projet, et ce qui va se passer ensuite. Et là, il y a un temps de formation conseil syndical gestionnaire qui va être important pour vous. Et enfin, je l'ai mis en gras, en gros, à la fin, de la transparence et de la communication avec l'ensemble des copropriétaires. Est-ce que Xavier, j'ai
j'ai été un petit peu trop long ou je peux encore vous garder avec moi Alors, quelques minutes? on est, Benjamin, le micro est bon. Donc, on est limite là, hein, en termes de temps. D'accord. Mais je crois qu'on a fait à peu près le tour. Exactement. Voilà, cette slide disait la même chose que ce que j'ai dit avant, donc on peut la passer. On peut la passer. Donc, on va couper les diapos. Juste peut-être cette diapo-là. Donc, ça, c'est Coach CoPro sur lequel il faut aller. Voilà, exactement. Donc, pour nos amis franciliens, parisiens, vous pouvez passer par coachcopro.com pour être en relation avec l'agence locale et pour voir tous ces beaux projets qu'on a recensés. Oui. En termes juste, j'avais une question avant de parler chauffage. La question, c'est vous accompagnez, donc c'est à quel rythme que vous voyez les copropriétaires sur un projet comme ça? C'est toutes les semaines que vous les rencontrez, tous les mois? C'est quoi le rythme de suivi? Alors, à l'Agence parisienne du climat, nous, on les accompagne uniquement Oui, jusqu'à la fin de l'audit et au début de la maîtrise d'œuvre parce qu'on confie ensuite la main à Solia et Urbanis qui vont faire le suivi des travaux. Donc, en phase d'audit, le rythme est pas si rapide que ça. Les audits, ça prend un petit peu de temps. Je dirais, on va se voir peut-être aller 2 à 4 fois avant le vote du DTG. Moi, j'aime bien faire ce genre de réunion pour expliquer aux copropriétaires à quoi va servir ce DTG et déjà préparer les mentalités. Ça sert à rien de voter un DTG si on ne sait pas si on va en faire quelque chose derrière ou si on a prévu de le mettre sur sa table de chevet. Et puis ensuite, au moment de la restitution du DTG, là, on va prévoir encore 2 à 3 réunions. Donc, je dirais peut-être une fois tous les 2 mois pendant un an et demi. d'accord. Voilà, oui, vous allez vous voir 7-8 fois, quoi, à peu près, À peu près, ouais. pendant environ un an et demi. OK, merci beaucoup, Thomas, pour cette Avec présentation. plaisir. On peut applaudir Thomas, là, qui est à distance, cher public. Voilà.